Tu te rappelles les voyages extraordinaires de Jules Verne? Oui, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. T'en as pensé quoi, toi? Je sais pas. Avec les adaptations de romans, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça donne envie de lire le livre? Oui, très clairement, la série donne envie de lire les livres dont les 6 épisodes sont adaptés. C'est pas une adaptation à la Valérian et Laureline où on sent bien que la série est dans son propre délire et n'a qu'un rapport très ténu à l'œuvre d'origine. C'est davantage une adaptation comme Tintin et Blake et Mortimer, d'ailleurs le format elle-même. Mais ce sont justement ces exemples qui me laissent dubitatif. Bah pourquoi? Ni Tintin ni Blake et Mortimer ne font sentir au spectateur la nécessité de lire les BD. Ces séries sont la BD animée et se suffisent à elles-mêmes, tandis que pour les Jules Verne, après avoir vu l'épisode, on ressent le besoin de lire le roman correspondant pour voir si ce qui était dans l'épisode était vraiment comme ça dans le roman et quels sont les détails laissés de côté par le dessin animé. Je suis pas certain que ce soit la bonne façon de donner envie de lire les livres. Ah, je vois. Non, ça c'est pas la faute de la série, c'est la faute de Jules Verne. Dans l'esprit de Verne, comme dans celui des community managers de BioWare, ce qui compte dans une quête n'est pas la destination mais le trajet. C'est pas pour rien que ça s'intitule Les voyages extraordinaires. Le schéma classique de ces histoires est de trouver un prétexte plus ou moins efficace pour faire voyager le héros sur une distance considérable, que ce soit pour un pari, pour un mariage, par accident, ou parce que le voyage est une fin en soi. Peu importe ce qu'on cherche, du moment que c'est un prétexte à vivre des aventures. La trame générale n'est qu'un prétexte pour un enchaînement de péripéties. Ça te gênait pas dans Sandokan? C'est parce que contrairement à Sandokan, les voyages extraordinaires ont la qualité technique de séries qui ont davantage d'ambition. J'attendais quelque chose comme Blake et Mortimer si tu veux, ou quelque chose comme Michel Strogoff. L'épopée de Michel Strogoff se prêtait à avoir davantage de consistance que les autres voyages extraordinaires. Comme dans Sandokan, la nature de la quête du héros lui assure que les obstacles sur sa route auront toujours les mêmes enjeux, la même origine et le même impact sur les choses. Ce qu'il y a aussi, c'est que le contexte de Michel Strogoff lui garantit une meilleure parcimonie scénaristique. Oui. Les épisodes, comme les livres je suppose car je n'ai pas lu ceux qui ont été adaptés, manquent cruellement de Vérité Fausse numéro 5. Cet aspect profondément illogique de la fiction, c'est dans des œuvres comme celle-là qu'on voit qu'il est indispensable pour donner de l'intérêt à l'intrigue. Or on dirait que les livres de Jules Verne ont été écrits avant que la parcimonie scénaristique ait été inventée. Spider-Man nous enseigne qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout fonctionne toujours par twist final ou par révélation, mais tout de même, dans la Jangada, non seulement le mystérieux Torres n'est finalement personne en particulier, juste quelqu'un qui est au courant de l'identité réelle du héros, mais en plus le vrai coupable pour qui le héros a porté le chapeau n'apparaît pas à l'écran et a un nom sorti de nulle part, juste parce qu'il lui en fallait bien un. Effectivement, c'est dans les romans ça. Tout comme le fait que l'imprévu n'y joue pas du tout le même rôle que dans la plupart des œuvres de fiction d'aujourd'hui. Quant à vous, monsieur Cascabel, pour avoir aidé un proscrit, vous mériteriez d'être jeté en prison. Cependant, le tsar est un homme de cœur, et il a été touché par l'amour filial dont vous avez fait preuve. Votre grâce m'a été dépêchée ce matin. Encore une fois, l'intérêt de ces romans réside dans l'imagerie et dans les péripéties elles-mêmes, pas dans l'anticipation du dénouement. Un peu comme Jumanji, si tu veux. Mais les auteurs du dessin animé ont dû également trouver que ce manque de cohésion était gênant, puisqu'ils ont rajouté un peu de parcimonie scénaristique dans le Tour du monde en 80 jours, où le fameux voleur de la banque n'est autre que l'ancien valet de Fogg qui lui ressemble effectivement beaucoup. Pourtant, à côté de ça, cette adaptation des romans de Jules Verne est l'une de celles qui prennent le moins de liberté par rapport au texte. Évidemment, ça fait ressortir le côté minimaliste du scénario des romans les plus faiblards. De fait, ce n'est qu'en sachant à quoi s'attendre qu'on peut apprécier la qualité de la série à sa juste valeur. Ce qu'on peut apprécier particulièrement et en premier lieu, c'est le dessin. Il n'est pas parfait, mais il est tout de même beaucoup mieux maîtrisé que celui de Michel Strogoff. Il est certes simple et on peut le comprendre sachant que les intrigues elles-mêmes sont simples, mais on voit que les épisodes ont été pensés davantage comme des moyens métrages que comme des épisodes de série, et ils ont le dessin soigné qu'on attend d'un long métrage. Il était important que les décors soient réussis. Les décors sont très importants dans Jules Verne. Ils sont nécessaires pour que les voyages extraordinaires soient extraordinaires. D'ailleurs, ne dit-on pas que quand Jules Verne était en panne d'inspiration, il recopiait le guide touristique du lieu visité par ses héros? Et ça marche très bien! Le décor fait partie des personnages. Les séries européennes et canadiennes ont souvent de beaux décors, largement plus travaillés que les personnages. Les décors des voyages extraordinaires ne sont pas dessinés de la même façon que des décors standards de séries européennes. Ils sont davantage dessinés comme les décors d'un long métrage qui veut avoir son style spécifique. Le résultat, c'est qu'ils attirent le regard, ces décors. Oui, c'est joli. Ça a l'air de t'embêter plus qu'autre chose que le dessin soit beau. C'est de la frustration. J'aurais voulu que Michel Strogoff ait un dessin comme ça, parce que clairement, aucun des 6 épisodes n'a l'ambition d'être comme la série Michel Strogoff. Si tant est que ça ait un sens de comparer une série de 26 épisodes à un roman condensé en 40 minutes, ça peut donner une impression de gâchis. On peut pas dire de la série des voyages extraordinaires qu'elle n'a pas d'ambition. Du moins, moi, je préfère dire qu'elle est humble. Que ce soit dans la mise en scène qui est simple, dans les dialogues qui sont doublés avec la volonté de ne pas en faire davantage que le texte, et dans l'adaptation en général qui cherche davantage à faire connaître le roman qu'à faire connaître le talent de l'équipe de la série. De fait, ils ne font pas les erreurs du film Michel Strogoff.
Je n'ai pas eu l'impression qu'il cherchait à moderniser ou quoi que ce soit, et le format ne nuit pas autant au rythme. Ce qui paraît trop rapide ou hors de propos dans les intrigues ne donne pas cette impression parce que l'histoire est racontée trop rapidement, mais bien souvent parce que le roman d'origine est comme il est. Il y a à chaque fois une vraie réflexion sur comment raconter l'histoire au mieux et quel style graphique et narratif adopter pour rendre les péripéties intéressantes. D'ailleurs, ce style varie selon les épisodes, que ce soit visuellement ou du point de vue de l'ambiance des dialogues. Par exemple, Le Tour du Monde en 80 jours est plus humoristique que L'Étoile du Sud, La Jangada ou L'Île Mystérieuse. Visuellement, les différences entre épisodes sont quand même subtiles. On remarque qu'il y a quelque chose de différent quand on compare deux épisodes qu'on regarde à la suite, mais le style général est constant. Il est en fait relativement neutre, un peu à la manière de Stéina, ou de Loulou de Montmartre en laissant de côté les deux super vilains. Ce qui est également constant, mais qui est loin d'être neutre, c'est la texture des vestes de certains personnages. Le résultat donne l'impression de quelque chose d'étudié, ce qui est appréciable s'agissant d'une industrie de divertissement pour enfants qui, souvent, se contente du minimum syndical en termes de qualité graphique. Le problème, c'est que comme c'est une texture qui est visiblement plaquée par ordinateur sur toutes les images où le personnage apparaît, on a l'impression que le motif reste le même quel que soit le pli du vêtement et quel que soit l'angle depuis lequel celui-ci est filmé. C'est perturbant. Moi j'ai trouvé ça joli. Je te signale que le motif qui reste le même en dépit des plis du vêtement, c'est la patte de Pierre Bonnard dans ces tableaux. Et c'est un peintre de renommée internationale. Ils n'ont clairement pas intégré ces textures par flemme ou maladresse, c'est un parti pris artistique. On peut ne pas aimer les faits, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y en a un. Tu dis que la série n'a pas d'ambition, mais tu vois, il y en a au moins une sur le plan esthétique. Les partis pris pour cette série, graphiques comme narratifs, font un peu penser à ceux des 9 contes de Béatrix Potter. Mais à la différence de ces derniers qui avaient souvent 2 contes imbriqués, les Jules Verne n'adaptent à chaque fois qu'un roman, sans y incorporer de référence aux autres. Et à la différence des contes de Béatrix Potter, qui une fois transformés en série sont parfois très bizarres ou incompréhensibles, les Jules Verne prennent le temps de rendre claires les motivations des personnages et les tenants et les aboutissants de l'intrigue. De temps à autre, du fait de son format, la série omet des détails intéressants sur le background des personnages. Mais ça n'empêche jamais de trouver les personnages sympathiques et l'intrigue intéressante. Sauf si le livre lui-même est ennuyeux. C'est aussi sans doute parce que les intrigues de Jules Verne sont plus classiques et plus proches des préoccupations humaines normales que les contes de Béatrix Potter. Ça t'arrive souvent à toi de décider spontanément de construire un radeau géant pour conduire ta fille à son mariage? Non, il y a de ça, mais c'est pas que ça. Certes, il est plus facile de rendre clair les motivations d'un ingénieur géologue auquel un exploitant minier refuse la main de sa fille que celle d'un cochon qui se rend à la foire pour trouver du boulot dans un monde d'humains, mais c'est surtout une question de mise en scène. Dans les épisodes de Jules Verne, il n'y a pas de dialogue inutile puisque c'est très court compte tenu du volume de texte à adapter. Mais tout ce qu'il y a à savoir est dit. Parfois on doute de l'intérêt de l'intrigue, mais ce n'est jamais à cause de quelque chose qu'on n'a pas compris. Par contre, c'est ce que je disais au début, on se demande souvent si c'est parce que l'adaptation a omis des éléments qui donnent de l'intérêt à l'intrigue. C'est ce qui donne envie de lire le livre pour vérifier. C'est pas parce qu'il manque des morceaux, c'est parce que les intrigues sont simples. C'est Jules Verne, pas Émile Zola, peut-être que tu en attends davantage des grands classiques, mais vraiment, toutes les fictions ne sont pas obligées de s'intéresser aux grands enjeux géopolitiques, ou d'introduire un conflit monumental qui tienne le spectateur en haleine jusqu'à son dénouement. Parfois, on peut se contenter de raconter l'histoire d'un type qui a parié sa fortune qu'il ferait le tour du monde en 80 jours, et juste cette histoire-là. Ça te choquait dans le long métrage Fifi Brin d'Acier? Non. Alors c'est pas choquant dans les Jules Verne. T'es sûr que c'est pas un peu trop raccourci quand même? Bah, moi je trouve que ça reste dynamique et épique, et c'est tout ce dont on a besoin dans un Jules Verne. Comme j'ai dit, les intrigues de Jules Verne sont simples. Ce qui fait un Jules Verne, c'est le style de la narration et du langage. Par contre, c'est vrai que mes épisodes préférés sont ceux des livres que je n'ai pas lus. Ce qui tend à prouver que malgré tout, la série souffre de la comparaison avec l'œuvre d'origine. Mais sans qu'on puisse facilement mettre un mot sur ce qui manque dans l'épisode. Ok, c'est quand même des résumés. Donc on peut trouver les choses un peu trop rapides pour susciter notre intérêt, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu non plus d'adapter les Jules Verne en épisodes de 40 minutes, leurs contraintes de temps, ils l'ont choisi. Ils ont bien fait de faire ce choix? Je dirais que oui. Je vais m'expliquer, mais avant toute chose, il y a une question que tu n'as pas posée et qui doit se poser, à savoir, est-ce qu'ils ont bien fait d'adapter Jules Verne en dessin animé? Là aussi, de mon point de vue, la réponse est oui. Quand j'étais petite, les Jules Verne, je les écoutais en livre audio dans la voiture durant les longs voyages. La narration et les dialogues dans Jules Verne se prêtent vachement bien à être dit à voix haute. Alors une adaptation sur support audiovisuel, c'est tout à fait approprié. Donc autant je me plains souvent que tel truc est inadaptable, autant là, non. Bien que, comme dans Fantomette, la narration soit un aspect très important, il est clair que Jules Verne, contrairement à Fantomette, c'est très adaptable en dessin animé. Ceci étant posé, quel format choisir?
Une série par livre restreint le choix des livres. On peut faire le tour du monde en 80 jours en série, d'ailleurs on l'a fait. Mais Voyage au centre de la Terre, c'est un peu plus sport. Faudrait vraiment rajouter des péripéties ad nauseam, sachant qu'ajouter des péripéties originales nuirait à la fidélité de l'adaptation, contrairement à Michel Strogoff, qui a suffisamment de contexte géopolitique et suffisamment de personnages secondaires pour que les ajouts n'empêchent pas l'adaptation d'être fidèle au moins en termes de style. J'en profite pour dire que cette version paraît minimaliste, non pas tant parce qu'elle omet des détails que parce qu'elle s'abstient d'en rajouter. Comment ça? Souvent, pour les adaptations de Jules Verne, on corrige les défauts de l'intrigue. On rajoute des filles dans l'île mystérieuse, du conflit dans Voyage au centre de la Terre, on augmente le rôle de Marie dans Les enfants du capitaine Grant. Là, c'est les événements exacts. Du coup, les personnages qui ne servent à rien courant chez Jules Verne ne servent effectivement à rien dans le dessin animé. En termes de fidélité, c'est comparable au BD Je bouquine qui racontait le début des romans pour donner envie de lire les romans. La recette fonctionne puisque c'est comme ça que j'ai lu Sam, Rebecca et un tas d'autres trucs. Je suis sûre que plein d'enfants se sont mis à lire Jules Verne après avoir vu la série. Le coffret DVD y encourage d'ailleurs puisqu'il inclut le roman Le Tour du Monde en 80 jours. Ensuite, quant au choix des romans à adapter, ils ont eu le bon goût de ne pas adapter 20 milieux sous les mers, qui n'aurait pas donné un épisode très présentable, puisqu'il s'agit avant tout du portrait d'un personnage somme toute assez peu sympathique. A fortiori pour un enfant qui ne comprend pas que le héros de fiction puisse être un terroriste sous prétexte qu'il a perdu sa femme, son enfant et son peuple. Mais ils n'ont pas eu le bon goût d'éviter l'adaptation de Voyage au centre de la Terre. Voyage au centre de la Terre, c'est... Ouais, hein. C'est un livre assez vide. Mettons ça sur le compte de l'inexpérience de l'auteur. C'est son deuxième roman et s'il a pu marquer à son époque à cause de l'imagerie fantastique qu'il véhiculait, en tant qu'histoire, il est pas terrible. Pas tellement de conflits, pas tellement de personnages, pas tellement d'intrigues. Et le dessin animé ne fait pas grand chose pour changer ça. Ce qui est d'autant plus frappant que c'est un roman fréquemment adapté. Et comme on a dit, amélioré par les adaptations. Par exemple, dans la version BD de Delice et la Verdure, la fiancée du héros, qui s'appelle Grauben dans le livre mais rebaptisée Ingrid dans la BD, se débrouille pour accompagner son père et son fiancé contre leur gré. Dans le film de 1959, la veuve d'un rival scientifique du professeur Lindenbrook s'incruste dans l'expédition sous prétexte qu'elle est la seule à parler le langage du guide. Dans la BD et le film, un personnage de méchant est ajouté. Et du coup, les décors visités ont beau être les mêmes que dans le roman, nous nous retrouvons avec une histoire infiniment plus passionnante à suivre, avec du conflit, des trahisons, de la romance et des relations qui évoluent. Foin de tout ça dans la série. Grauben, qui cette fois s'appelle Lorraine parce que décidément Grauben c'est trop compliqué pour les petits français, reste à la maison et n'accompagne pas les héros. Et même si on a quand même rajouté quelques notions de français au guide pour qu'il puisse interagir au moins un peu avec les deux autres personnages, le seul intérêt de l'intrigue réside en définitive dans l'imagerie du monde souterrain, comme dans le livre. Le problème c'est que maintenant les mondes secrets avec des monstres préhistoriques c'est un gag du Silver Age, pas un ressort scénaristique qui fait rêver. J'imagine qu'au 19e siècle c'était un peu différent, mais aujourd'hui, quand on nous vend du manteau terrestre creux et habité, on y va franchement et on le fait sur le mode de la métaphore. Et quand on nous vend de la préhistoire, on essaie de la faire surgir de façon crédible. Ouais bon, j'ai rien dit. Toujours est-il que Voyage au centre de la Terre, c'est pas génial. À l'inverse de l'autre roman très connu qui a été adapté et qui est d'ailleurs la vedette du coffret, Le Tour du Monde en 80 jours. Pour le coup, j'ai vu plusieurs adaptations, mais j'en ai gardé très peu de souvenirs à chaque fois. Pour tout dire, celle dont je me souviens le mieux est celle où Passepartout est joué par Jackie Chan, ce qui peut expliquer pourquoi l'épisode m'a paru un peu plat. Mais il m'a aussi semblé qu'il passait un peu vite sur les péripéties. Crois-le ou non, Le Tour du Monde en 80 jours est tout le temps adapté en pièce de théâtre. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est toujours réussi. Je ne trouve pas que l'épisode soit raté. Mais c'est peut-être parce que j'ai vu plein d'adaptations au théâtre, donc je sais ce que les gens raccourcissent d'habitude. C'est l'effet classique qu'on découvre sur le tard. D'autant plus que je connaissais le twist final, donc je n'ai pas été captivé comme j'aurais dû. Mais l'épisode n'est pas mal fait du tout. C'est juste que l'agent Gada, l'île mystérieuse, César Cascabel et l'étoile du Sud m'ont beaucoup plus intéressé. L'agent Gada a un scénario et une structure assez bizarres. Il aurait été facile de rendre l'intrigue incompréhensible avec une mise en scène inadaptée. Les parties qui ont été prises, l'ordre dans lequel on choisit de raconter l'histoire, s'ils nuisent un peu à l'aspect intrigue policière, font que l'ensemble est simple à suivre malgré le manque de parcimonie scénaristique. L'île mystérieuse est aussi un épisode très réussi. En même temps, une histoire de Garistou naufragé avec des volcans, des pirates, des dinosaures, des mystérieuses créatures en scaphandre armées de bâtons de foudre et le capitaine Nemo, pour rater ça, faudrait vraiment le faire exprès. Enfin, comme il n'avait pas adapté 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo sort encore plus de nulle part que dans le roman. Et comme on ne connaît pas le personnage, on ne raconte pas son background, ce qui prive l'épisode de ce qui faisait l'intérêt du roman. Je te l'ai déjà dit, ça valait pas le coup d'adapter 20 milieux sous les mers.
Autant Voyage au centre de la Terre n'est qu'un prétexte pour visiter des décors fantasmagoriques de mondes souterrains, autant 20 milieux sous les mers a un intérêt supplémentaire qui est de camper le personnage du capitaine Nemo et de le rendre suffisamment fascinant pour justifier qu'on le suive dans sa visite touristique des fonds marins. Mais le problème, c'est que d'une part, rendre un personnage fascinant en 40 minutes, c'est un peu court, et d'autre part, le personnage en question est un super vilain. Suivre les aventures d'un super vilain, ça peut intéresser à partir de 12-13 ans, mais le public cible de la série est un peu plus jeune. Et je ne crois pas que ça les intéresse. Et malheureusement, ce ne sont pas les héros du roman qui pourront endosser ce rôle de personnage sympathique qui capte l'attention de l'enfant. Le professeur Aronnax est trop passif, Conseil trop servile, et Ned Land trop brutal. Sincèrement, je crois pas que ça aurait fait un très bon épisode. C'est vrai que ça retire son intérêt à l'intervention surprise du capitaine Nemo, mais je n'attribue pas ça à l'absence d'un épisode 20 milieux sous les mers dans la série, mais à la contrainte des 40 minutes. La série live L'île mystérieuse de 1973 se débrouille très bien pour camper correctement le capitaine Nemo, même aux yeux de ceux qui n'ont pas lu 20 milieux sous les mers. Bon, c'est aussi que c'est Omar Sharif. Et surtout, le fait que le capitaine Nemo se retrouve à jouer le rôle de Deus Ex Machina à la fin de l'épisode ne sabote en aucune façon le plaisir qu'on a pu avoir à le regarder. Peut-être, mais en plus de ça, son apparition s'accompagne d'une petite incohérence. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Le capitaine Nemo est coincé sur l'île parce que le Nautilus est trop gros pour quitter la grotte où il est coincé. Or, pour chasser les pirates, on le voit quitter la grotte pour envoyer une torpille. Ouais, bon, ça c'est un peu couillon, je peux rien dire pour le défendre. Mais avoue, l'épisode était quand même très bon. Oui, oui. Mais mon préféré, c'est quand même César Cascabel. Comme j'ai dit, ça tient sûrement au fait que je l'ai pas lu. C'est un road movie qui n'est certes pas aussi captivant que Michel Strogoff, mais les personnages sont attachants, les principaux comme les secondaires, et les péripéties sont variées. Que demande le peuple, hein? Moi, celui qui m'a particulièrement intéressé avec l'île mystérieuse, c'est l'Étoile du Sud. Paradoxalement, celui-ci n'a pas été écrit par Jules Verne, mais remanié par lui, et du coup signé par lui et incorporé au Voyage extraordinaire. O tempora, o mores. Cicéron, c'est Poincaré. Merci. Je ne sais pas trop dans quelle mesure le texte de Pachal ou Pascal Grousset a été remanié par Jules Verne, mais l'intrigue n'est quand même clairement pas dans le même style que les 5 autres. La critique sociale y est beaucoup plus présente, et on sent que le récit de voyage n'est pas le but du récit. On retrouve quand même l'aspect prospectiviste cher à Jules Verne avec la tentative du héros de fabriquer un diamant synthétique. Par ailleurs, les commentaires des romans de Jules Verne leur prêtent souvent une dimension de critique sociale. Il n'y en a pas tellement dans les romans adaptés en dessin animé. On mentionne bien la guerre de sécession dans l'île mystérieuse, et cette mention n'a pas vraiment été gardée dans l'épisode. Mais sinon, ce sont surtout des romans d'aventure. En ce sens, c'est un peu étrange d'avoir adapté l'Étoile du Sud. C'est d'autant plus étrange que malgré son titre, cette série n'a rien d'exhaustif. Les Voyages extraordinaires, c'est une collection d'une 60aine de romans. 6 seulement ont été adaptés, enfin 7 si on compte Michel Strogoff, puisque le film est inclus dans le coffret DVD. Oui, le film. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu davantage d'épisodes. Quitte à être une série avec une certaine homogénéité de style, il aurait été intéressant que ce soit une adaptation quasi intégrale comme Tintin, plutôt qu'une adaptation de seulement certains tomes comme les dessins animés Astérix. Même si c'est vrai que tous les Jules Verne ne se prêtent pas forcément à une adaptation. J'aurais bien vu un épisode adapté des Tribulations d'un Chinois en Chine. Ça aurait bien rendu. La situation de départ se prête à l'introduction d'éléments comiques, les péripéties sont rocambolesques, et le lieu visité, la Chine, aurait permis une imagerie particulièrement riche. En l'occurrence, comme on a dit, tous les Voyages extraordinaires n'auraient pas pu être adaptés. D'autant que l'ambition de fidélité de la série aurait obligé à mettre en scène les cannibales des enfants du capitaine Grant et la violence de Mathias Sandorf. Ceci dit, quelques épisodes en plus n'auraient pas été de trop. Ce n'est pas raisonnable d'attendre de l'industrie du dessin animé ou de n'importe quelle industrie quelle qu'elle soit qu'elle nous ponde 70 chefs-d'œuvre adaptés de romans aussi variés que les Jules Verne. Ça s'est fait pour Tintin, mais Tintin, il y a quand même des personnages récurrents et une certaine constance dans le style des intrigues. Ça pouvait pas se faire pour les Jules Verne, faut pas déconner. Donc à la place, nous avons le coffret des Voyages extraordinaires de 6 épisodes qui adaptent 6 romans sans trop en faire. Toi qui es spécialiste, tu serais choqué qu'on dise que ces épisodes peuvent servir d'adaptation de référence? Pas du tout. Ça se rapproche autant qu'on pouvait l'imaginer d'une adaptation fidèle, neutre et littérale des romans. La plupart des adaptations des romans les plus connus ajoutent des détails et des personnages pour rendre les intrigues conformes aux normes du cinéma. En ne le faisant pas, la série des Voyages extraordinaires n'a ni leurs qualités ni leurs défauts. Ses qualités et ses défauts sont en grande partie ceux des livres, et puisque personne ne doute que l'œuvre de Verne mérite qu'on s'en souvienne, il n'y a pas lieu d'en douter pour la série non plus. Elle aussi mérite qu'on s'en souvienne. Moi aussi, je t'aimerai toujours, Axel. Moi aussi, je t'aimerai toujours, Axel. Je pars avec Stella pour le royaume de Magix. Je connais ton secret. Et dis pas, regarde ce que j'ai trouvé.
Écoute, ma chérie, je suis sûre que tu les as tous impressionnés en réussissant à tenir aussi longtemps, mais tu ne fais guère que repousser l'inévitable. Ça vient de toi, pas du texte. Tu sais combien de temps j'ai planché dessus? Je sais pas, moi je dirais une ou 2 minutes. Répète un peu pour voir. Oui, justement, répéter, c'est ce qu'on lui demande. On est là pour ça. Bon, Nico, tu sors, t'as rien à faire sur scène. Je pense à ma famille. Et je me demande si nous allons rester sur cette île toute notre vie. C'est chouette, on va faire une croisière sur le Sainte-Anne. Comment voulez-vous que je m'épanouisse avec une tête pareille? Je parie qu'il aime plus les héros cosmiques que tes gâteaux. Même vous qui êtes simplet, vous devez vous rendre compte de la portée de cette invention. Mais Monsieur Fogg, je suis certaine que ces gentlemen du Reform Club sauront tenir compte des circonstances exceptionnelles. Oh, et puis pourquoi pas? Après tout, une petite danse, c'est inoffensif. Non, désolé, j'ai dit interdiction de bouger. Je vais te chercher un bassin. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on va à Canterlot ce soir. Mais c'est dangereux. Ce sont des endroits sauvages, peuplés de bêtes féroces. Je n'y en veux pas de ne pas me sauter au cou. Prenez-en un chacun et emportez-le avec vous. Il y a 1000 façons d'apprendre, tu sais. Ce n'est que partie remise, Logan.